Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. Tout d'abord, nous voulons consacrer cette séance à nos amis italiens et espagnols qui, comme d'autres, se trouvent dans un pacte, dans une condition de détresse incroyable en ce moment due à cette pandémie. Nous la consacrons aussi à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied à tous les niveaux, à commencer par les hôpitaux, mais aussi dans tous les maillons de cette chaîne incroyable de résilience qui s'est créée dans nos villes et dans nos campagnes. Et nous la consacrons bien sûr à notre planète qui nous a avertis par cette manière assez dure que voilà ce qui nous attend si nous ne faisons pas un revirement complet dans nos modes de vie. Autrement dit, nous voulons dessiner et exécuter un projet de transition coordonné de nos sociétés vers un environnement humain qui est mieux, qui serait mieux, beaucoup mieux, en syntonie avec la biosphère. C'est bien le message de ce visio-débat qui a trouvé son origine dans le programme de culture et recherche de la Fondation Braillard Architectes intitulé The Eco-Century Project, et le titre du tout. Dessiner la transition a donc été notre séminaire fer de lance qui, depuis 2018, a réuni un nombre important d'acteurs entre Genève et Bruxelles, avec la coopération de Maître Lab Brussels et du laboratoire L'Azur à la PFL, pour examiner les tenants et les aboutissants de ces projets à la fois de production de savoir, de savoir-faire et surtout de cadres de vie pour tous. Une trentaine d'invités se sont succédés pour partager leurs positions et expériences sur la question qui se profile depuis quelques années comme centrale. Comment dessiner, organiser et exécuter des projets, un ou des projets de transition. Face à la crise du coronavirus qui a frappé d'une sévérité inédite nos vies, nous n'avons pas voulu céder aux sirènes de la puissance. Nous avions en tête l'un des moments les plus fabuleux, les plus connus de cet espoir par le projet, notamment l'équipe de Sir Patrick Abercrombie qui dessinait dans les caves de la Londres bombardée les prémices pour la Grande Londres de l'après-guerre. Nous avons donc décidé d'inviter quelques personnalités clés de nos séminaires antérieurs pour leur poser une série de questions, cette fois face à une audience ouverte et internationale. Nous avons souhaité leur poser les questions suivantes. D'abord, offrir une lecture rapide du rapport qu'ils peuvent déceler entre la crise sanitaire actuelle et la crise écologique. Et deuxièmement, proposer quelques axes d'action qui, de leur point de vue, pourraient avoir un impact important sur la transition de nos sociétés. Il s'agit de Dominique Bourg, philosophe, professeur à l'Institut de géographie de durabilité, à la faculté des géosciences de l'environnement à l'Université de Lausanne, Fabio Merlini, directeur pour la Suisse italienne de l'Institut fédéral pour la formation professionnelle et président de la Fondation Eranos à Ascona, Paola Vigano, architecte et urbaniste, professeure et directrice du Habitat Research Center à l'EPFL, et Edwin Zakai, professeur à l'Institute for Environmental Management and Land Use Planning à l'Université libre de Bruxelles. Nos invités seront dans la deuxième tiers de la séance interrogés par Bernard Declèves, professeur à l'UCL, Rosine Deletrange, chercheuse à Maître Lab Brussels, et Vincent Kaufmann et Luca Pataroni, tous les deux professeurs à l'EPFL. Notre équipe notera vos questions qui vont défiler à droite de votre écran et nous allons les grouper pour les soumettre à nos invités à la troisième partie de la séance, au bout de laquelle, si vous êtes toujours là, nous voudrions lever le verre avec vous à la santé de la Terre. Et donc, sans plus attendre, sans plus tarder, je passe la parole à Dominique Bourg. Dominique, la parole est à toi. Merci. Donc, si j'ai bien compris, je dois faire une espèce d'état des lieux, enfin de la situation qui nous échoit et de la crise écologique de façon générale. Ma première remarque, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas séparé, puisqu'on a affaire à une zoonose qui s'est transformée en une pandémie. Et en fait, on sait que ces maladies ne cessent d'augmenter depuis le début des années 2000, que lorsqu'on déstructure un écosystème, lorsqu'on détruit les habitats d'un certain nombre d'espèces,
eh bien, on rend beaucoup plus probable ce genre de phénomène. Donc ça, c'est déjà le premier lien qui est fort entre le problème qui est le nôtre aujourd'hui et les questions écologiques. Deuxième, il y a d'autres points de comparaison. D'une certaine manière, si on regarde les courbes qu'on ne cesse de nous servir sur la montée, si vous voulez, des gens hospitalisés, de la mortalité, et si on regarde les courbes du climat, si ce n'est le pas de temps évidemment qui est très très différent, en fait, elles se ressemblent énormément. Simplement, la difficulté du climat, c'est qu'il n'y a pas de temps beaucoup plus important, mais c'est à peu près le même phénomène. Et on peut continuer l'analogie, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui aurait fallu faire en matière de coronavirus, c'est ce qu'a fait par exemple la Corée ou mieux encore Taïwan ou l'Islande, par exemple, c'est-à-dire un dépistage systématique, une prise en charge très très précoce du phénomène et une anticipation en termes de masques, de respirateurs, etc. Et là, on voit par exemple à Taïwan, sur 23 millions de personnes, il y a une personne décédée, très loin de ce qui se passe, de ce qui se passe en Europe. Donc en fait, là aussi, dans les deux cas, il conviendrait qu'il y ait une forme d'anticipation. C'est déjà tard pour le climat, mais ce n'est pas encore fini. Autre enseignement aussi, on voit bien que la difficulté à laquelle on est confronté quand on rentre dans une crise sanitaire et une pandémie, eh bien, c'est évidemment le marché ne peut pas répondre. D'un seul coup, la quantité de masques, d'alcool, de respirateurs artificiels, elle bondit. Soit il y a eu anticipation, préparation, soit on ne peut pas répondre parce qu'on ne peut pas produire aussi rapidement des techniques. C'est le même problème d'ailleurs pour un vaccin. Et en fait, ça nous renvoie à la question des comportements. C'est exactement la même chose en termes du climat. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit, j'ai des infos, par exemple, sur ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans le gouvernement vaudois, où apparemment, eh bien, en fait, ils risquent de diminuer les crédits qu'ils avaient provisionnés sur le climat pour une relance économique extrêmement rapide. Je crois hier, avant-hier, au Parlement français, c'est pareil, il y a une proposition de ce type-là qui a été rejetée. Et on voit bien que au sortir, et encore, il faudra que j'y revienne, il n'y aura pas vraiment de sortie de cette crise, mais en tout cas, quand il y aura une réouverture du confinement, compte tenu de l'état de nos économies, on risque d'opérer une relance extrêmement classique, par exemple de réallouer des fonds énormes aux compagnies aériennes, etc. On voit bien que, en fait, ce qui nous arrive là pourrait non pas être une espèce de séance en quelque sorte de préparation de ce qu'il conviendrait de faire pour le climat, parce que j'ai indiqué une analogie, mais il y a une différence énorme. Hein. C'est que là, aujourd'hui, on a un arrêt brutal de l'économie et on passe à un changement de comportement. Du côté du climat, on devrait avoir une décélération très forte sur moins de 10 ans de nos économies, mais alors, cette fois-ci, pour préparer un régime de croisière avec des changements structurels très profonds. Ah non, on stoppe les économies et on a de cesse de penser qu'on va pouvoir les remettre en vigueur extrêmement rapidement sans rien changer. Et c'est ça qui, disons, m'inquiète le plus dans la période dans laquelle on est, c'est que la tentation, au contraire, d'un retour encore plus fort à l'avant est forte. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'oppose à cette tentation, un retour comme à l'avant? Bien, c'est qu'effectivement, et c'est ce par quoi j'ai commencé, on est dans un contexte sanitaire qui est un contexte extrêmement original. On a en quelque sorte basculé et il est fort probable qu'en fait on ait, alors déjà premièrement, on s'attend à ce qu'il y ait probablement un rebond à l'automne. On ne peut pas compter sur la mise au point d'un vaccin avant une année. En plus, on a affaire à une pandémie, donc le vaccin, il faudrait le produire à plusieurs milliards d'unités. Ça va durer des mois et des mois. Alors, ne serait-ce que déjà dans ce cadre-là, on voit bien que la situation dans laquelle, même si on sort du confinement avec des mesures barrières qui resteront des mesures importantes, on ne sort pas de cet état d'anormalité. En tout cas, on ne reviendra pas à l'avant. Ça, c'est la première chose. En plus, comme je l'ai dit, effectivement, comme le risque de zoonose et de pandémie bien, est beaucoup plus fort désormais qu'il ne l'était auparavant, et à ça, on ajoute la montée vers le nord des maladies infectieuses vectorielles. L'OMS nous a dit il n'y a pas très longtemps que c'était sans doute une des menaces les plus importantes sur la santé humaine. On voit donc bien qu'il y a un leurre total à considérer qu'on va revenir au statu quo ante.
Ça n'est pas possible. Mais le fait de constater ça ne fait pas qu'on va être raisonnable et qu'au lieu de revenir à une relance classique, on va au contraire faire une relance circonstanciée et pour en fait qu'elle prépare justement la descente énergétique sur un temps plus long de nos sociétés et de nouveaux régimes de croisière économique. Voilà, en gros, si je veux rapidement ce que j'aurais à dire dans un premier temps. J'espère que je n'ai pas été trop confus parce que comme ça, à distance, j'aime pas ça, c'est pas facile. Merci beaucoup, Dominique. Oui, tu étais très clair. Et pour ne pas perdre du temps, je passe la parole directement à Fabio Merlini. Je partage tout à fait ce qu'a dit. Je crois aussi que le grand problème dont on va se confronter, c'est celui que cette crise, qui est une crise qu'il faut lire à l'intérieur du déséquilibre entre civilisation et nature, demain, elle sera lue comme une crise économique. Donc la dimension économique du problème va devenir la seule question dont on va se confronter. Ça, c'est le grand risque. C'est-à-dire le fait que, encore une fois, après une crise, et celle-là, c'est une crise énorme, mais encore une fois, après une crise, on va adopter la logique de la reprise. C'est-à-dire, il faut mettre sur place tous les moyens pour pouvoir relancer la reprise. Ça veut dire qu'on n'a rien compris et on n'a pas appris la leçon. Ça, c'est le grand danger. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que nous sommes confrontés à l'autre visage de la catastrophe. On avait connu une catastrophe qui se manifestait de façon plus ou moins locale, avec des éléments bien sûr de longue durée au niveau de l'équilibre de la nature, mais qui se manifestait par épisodes très dramatiques, mais locales. Et là, bien sûr, ça nous permettait d'oublier tout ça. Et donc, de ne pas garder à l'esprit le problème de notre rapport à la nature. C'est-à-dire qu'il y avait des épisodes dramatiques, mais la nécessité économique était toujours plus forte. Par rapport à la nécessité naturelle, on était dans un contexte où la forme même de la nécessité, donc l'obligation, était toujours dans la forme de l'économie. Donc, beaucoup plus fort, plus évidente que notre capacité de trouver des alternatives. Maintenant, nous voyons qu'on est dans l'autre visage de la catastrophe, donc un visage qui n'est plus local, mais justement il est pandémique, donc il est global. Et là, ce que nous apprenons, c'est une capacité de réaction énorme. Ce que nous voyons, moi j'habite au Tessin, donc tout près de la Lombardie, qui a été touchée, vous le savez, elle est touchée d'une façon incroyable, dramatique. On a pu constater une capacité de réaction incroyable où la dimension a pu s'affirmer sur la dimension économique. Et ça, c'est très important à constater, c'est-à-dire qu'il y a une capacité par la politique, à travers un discours de grande responsabilité, de montrer qu'il y avait là une nécessité qui ne pouvait plus être organisée par le pouvoir économique. Donc, ça veut dire que nos sociétés ont une capacité de réaction incroyable. Après, on peut distinguer, c'est-à-dire plus ou moins, mais je trouve qu'il y a là une capacité. La mobilisation, qui était un des concepts qui organisait notre société et qui concernait surtout l'individu, c'est-à-dire la capacité
de l'individu pour se mobiliser par rapport à la production du profit, aujourd'hui, elle est là, mais à travers une autre logique qui est la mobilisation pour la société. Donc, ce que je vois, c'est le côté, au fond, positif aussi de cette crise, c'est-à-dire cette capacité de changer de paradigme. Donc, de passer d'une conception très individualistique de la société à une conception où le bien commun, il est là maintenant, il est clair. Et je pourrais aussi dire qu'à l'état actuel, je ne parle pas de demain, mais à l'état actuel, par exemple, il y a une faiblesse claire des populismes, là où le populisme n'est pas au pouvoir. On voit très bien, par exemple, le cas de l'Italie, c'est clair, que les populistes n'ont plus des arguments. C'est comme si toute leur rhétorique et tous les éléments de leur propre rhétorique n'ont plus de poids, n'arrivent plus à s'affirmer. Et c'est très intéressant que ce sont maintenant les populistes qui demandent de pouvoir s'activer au niveau du Parlement. C'est très intéressant aussi ça, d'un point de vue politique, parce que les parlements étaient le grand lieu déserté par les populistes qui préféraient la place publique, la rencontre avec les gens. Et aujourd'hui, ils demandent, pour pouvoir à nouveau avoir de la visibilité, de rentrer dans le Parlement. Donc, je vois là, pour conclure cette partie de mon discours, je vois là des effets positifs dans la tragédie, qui doivent maintenant être développés, et il faut leur assurer une existence après l'émergence. Donc, il faut bien veiller que ces éléments-là puissent prolifier, puissent être développés au-delà de l'émergence sanitaire. Merci Fabio Merlini. C'était rapide et clair. Alors, je passe directement la parole à Paola Vigano. Oui, je pense que les risques qui ont été évoqués sont des risques véritables, mais essayons aussi de parler un petit peu du reste. Je pense qu'il faudrait parler un petit peu aussi de l'espace dans lequel tout ça se développe. On reste chez nous, on est dans nos petits appartements qui ne sont pas conçus pour des vies prolongées à leur intérieur. On s'interroge aussi sur l'adéquation de l'espace de la ville contemporaine par rapport à des conditions si extrêmes. Et je pense que, d'abord, je voudrais dire juste parce que je viens de Milan, donc je voudrais dire que ce qui est en train de se passer en Lombardie, c'est une vraie hécatombe. C'est quelque chose de vraiment qui va au-delà. C'est une vraie catastrophe où l'aspect économique, je dirais, pour le moment, n'est pas l'aspect principal, parce que l'aspect principal, c'est le fait qu'on est en train de perdre 700, 800 personnes par jour. C'est quelque chose de vraiment qui est au-delà de toute imagination. Je pense que très rapidement, on peut parler de la crise du projet biopolitique moderne aujourd'hui. Ce projet biopolitique qui était intéressé à mettre en sécurité une population, non seulement à la discipliner, mais surtout à la mettre en sécurité. Et cette idée de la sécurité comme tout construit pour que notre vie soit tranquille, sûre, sans des événements imprévus, montre finalement que ceci n'est pas possible. Et il y a quelques jours, pendant une soirée, j'ai décidé de revoir La mort à Venise. Vous savez, le film de Visconti, le roman de Thomas Mann qui a été écrit au début du XXe siècle, dans la première décennie du XXe siècle. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une épidémie à Venise. C'était une épidémie de choléra. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on peut avoir plusieurs réactions par rapport à ce qui est en train de se passer. On peut dire que c'est la crise de notre rationalité.
qu'on n'a pas été assez bien capable d'éviter tout ça et que donc l'objectif c'est d'avoir un monde dans lequel jamais plus des choses comme celle-ci peuvent se passer, avec le risque de ne pas y arriver. Ou au contraire, on peut réfléchir sur des modalités de résilience par rapport à ce type de risque ou d'épidémie. Je pense que la question de la résilience, c'est-à-dire, je le répète, c'est une chose que tout le monde sait, mais je la répète, de pouvoir être capable de passer à travers justement des catastrophes de ce type, sans se perdre totalement, sans disparaître, avec la possibilité de survivre. Je pense que là, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas assez réfléchi. J'espère que le questionnement soit clair. C'est une question que je me pose. Je n'ai pas de réponse. Mais d'un côté, on peut imaginer d'aller vers la possibilité d'éviter tout ça et structurer notre société, notre espace, notre économie pour que ceci ne se passe plus jamais, mais avec le risque d'être déçu finalement, parce que c'est quelque chose que peut-être n'est pas possible. Ou de l'autre, réfléchir d'une façon un petit peu différente sur les conditions de résilience qui nous permettraient finalement de peut-être traverser même des choses comme celle-ci. Si je pense encore une fois à Venise, qui a eu aussi la montée de l'eau il y a quelques mois avant l'explosion du coronavirus, je pense que le problème de Venise, on ne peut pas le résoudre avec l'idée d'éviter totalement, par exemple, que l'eau arrive dans cette ville, mais on peut le résoudre que si on commence à comprendre que cette ville est une ville amphibie qui peut vivre avec des épisodes qu'on jugerait dans des conditions, disons, de rationalité forte, des épisodes qu'on peut empêcher. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment empêcher ou on doit être capable de vivre et donc de se structurer, je répète, socialement, spatialement et aussi économiquement. Ça, c'est une première question. Comme je dis, je n'ai pas d'idée fixe sur ça, mais je pense que ce serait quand même un thème de débat peut-être intéressant. Après, un deuxième thème est celui de se rendre compte, et c'est ce qu'on peut bien se dire ce soir avec des centaines de personnes qui sont avec nous connectés à son propre ordinateur, que la révolution technologique était déjà là, mais nous, on ne le savait pas. On n'a pas pris la dimension du changement qui était déjà là, et on a continué à imaginer que certaines conditions spatiales de concentration, d'accumulation de tout dans certains endroits étaient la seule façon de garantir un fonctionnement urbain. Aujourd'hui, on voit que cette décentralisation totale, horizontale, est possible. Et donc, je reviens aux réflexions qu'on a faites il y a plus ou moins 15 ans, 20 ans, à propos de la digitalisation, de la révolution technologique. On disait, non, mais ça ne marche pas, travailler à la maison, ça c'est pas possible, parce qu'on a besoin de se voir. Évidemment, on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer directement. Mais on peut aussi imaginer de faire plus à la maison, on peut travailler aussi à la maison, on peut éviter des déplacements qui ne sont pas vraiment nécessaires. C'est-à-dire qu'en réalité, on a tous les instruments, toutes les technologies pour pouvoir modifier drastiquement notre façon de vivre une fois que le coronavirus sera passé. Et donc, par rapport à la question du changement climatique, on est en train de vivre une vraie révolution qui était déjà là, mais qu'on n'avait pas compris, ou que peut-être on ne nous avait pas donné les moyens de comprendre, dans le sens que toutes les études du passé semblaient dire que tout ça ne fonctionnait pas. Et moi, je voudrais savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi on disait que c'était une faillite, l'idée du télétravail? Pourquoi on a dit que ce n'était pas possible?
Est-ce que c'était parce qu'on imaginait qu'il n'y avait pas assez d'efficience? Est-ce que c'est une question d'efficience économique du travail? Est-ce que c'est parce qu'on voulait en réalité garder quand même des flux qui garantissaient une certaine machine économique de fonctionner mieux? Je pense qu'il faudrait quand même creuser sur les raisons pour lesquelles à un certain moment on a dit non, mais c'était une faillite. Et aujourd'hui, on voit tous, parce qu'on est ici plus de 300 personnes autour d'un écran, d'un petit écran, et on discute, et on peut commencer une discussion. On fait des cours avec les étudiants, on discute, on dessine ensemble sur le même disons, écran. On fait des choses, et on peut les faire, et on pouvait les faire déjà il y a quelques années. Mais on ne l'a jamais fait. On n'a jamais pensé que là, il y avait une occasion extraordinaire pour, par exemple, affronter une série de questions qui concernent aussi le changement climatique ou, disons, notre relation avec la planète. J'ai peut-être d'autres choses, mais je le laisse pour le prochain tour. Tout ça, c'était très clair. On passe donc à la dernière présentation, celle de Edwin Zakai. Monsieur Zakai, à vous. Bonjour à tous et toutes. Bon, bien sûr, beaucoup de choses ont déjà été dites et des choses vraiment très intéressantes avec lesquelles je me reconnais. Je vais ajouter un certain nombre d'éléments à différentes choses qui ont été dites et peut-être ramener quelques autres éléments. Donc, c'est plutôt une série d'observations que je vais faire. La première, c'est les conditions écologiques et leur rôle dans la diffusion de la pandémie, dont on a déjà parlé. Je pense qu'on pourrait remettre en évidence la circulation des espèces invasives, c'est-à-dire que dans la crise de la biodiversité, on ne se rend pas compte à quel point la connexion que l'humanité a faite, si vous voulez, notamment à partir de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique et la suite, etc., et ce qui se passe actuellement, a joué un énorme rôle dans les espèces invasives. Et ceux que ça intéresse, je vous conseille le livre « La sixième extinction » d'Elisabeth Kolber, et par exemple, l'extinction des chauves-souris, justement, aux États-Unis, est due à l'arrivée d'espèces invasives, microscopiques, etc. Donc, on est dans un moment où ce mouvement général est déjà bien connu, si vous voulez, et là, on le voit avec le virus. Bon, il y a d'autres virus qui peuvent apparaître. On parle de la fonte du pergélisol qui pourrait libérer d'autres virus également. Donc, il y a effectivement des liens avec l'évolution écologique, même si, bien entendu, il y a eu d'autres épidémies, d'autres pandémies avant. Aujourd'hui, on est dans un moment historique, je crois. C'est-à-dire que je pense qu'au même moment, pratiquement à 1 mois ou 2 mois près, sur la planète entière, on a une crise qui s'appelle d'un mot très simple, Corona. Et ça, c'est quelque chose qui va rester et qui va avoir effectivement des conséquences profondes. Alors, c'est une crise aussi qui me rappelle quelque chose dont on a beaucoup parlé il y a une vingtaine d'années, c'était le principe de précaution. On n'utilise pas tellement cette réflexion et pourtant, moi, elle me revient à l'esprit aujourd'hui dans la mesure où, lorsqu'on avait ces questions-là, eh bien, on se posait la question de savoir quels étaient les avantages et les inconvénients des différentes choses qu'on pouvait faire. Bon, c'est vrai qu'il y avait plus à ce moment-là d'incertitude sur les risques. Ici, on connaît bien les risques, mais tout de même, on reste toujours dans cette question de la balance entre les avantages et les inconvénients des mesures qu'on peut prendre. Et une chose, moi, qui me frappe, c'est qu'on a basculé d'essayer de réduire fortement les risques, même si c'est au détriment de l'économie. Et je suis par exemple frappé de voir que c'est la décision qui a été prise dans la plupart des pays, même un pays comme l'Inde par exemple, qui décide de confiner 1,3 milliard personnes. Je ne sais pas comment c'est possible en fait de faire ça d'ailleurs dans un pays comme l'Inde. Et donc on a pour le moment opté vers l'idée, on essaye de bloquer les risques, tant pis pour l'économie. Hein. Il y a des personnes qui résistent à ça, bien sûr. Trump, par exemple, est une personne qui
qui vraiment essayent de dire, voilà, il y a 35 000 morts de la grippe, on n'arrête pas le pays pour ça. Donc, vous voyez, ce raisonnement, il reste là, et je pense qu'il va encore revenir, parce qu'on ne peut pas non plus complètement sortir de ce raisonnement, de ce qu'on fait et des conséquences de ce qu'on fait dans les deux sens. Alors, bien sûr, lorsqu'on s'intéresse au changement climatique et à ces questions-là, on ne peut pas manquer d'être frappé par la différence de l'ampleur des décisions qui ont été prises. Là, je viens de lire à l'instant, il y a quelques minutes, que le G20 aurait décidé d'injecter 5 000 milliards de dollars suite à cette crise. Je vous rappelle que pour le climat, on parle de 100 milliards de dollars par an pour l'aide des pays du Nord aux pays du Sud. Ce sont des choses dont on discute depuis des années et qu'on n'arrive pas à réunir. Et là, on a 5 000 milliards qui sont décidés. Et donc, voilà, c'est très frappant pour des gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Ça rappelle ce que Greta Thunberg disait, notamment au niveau de la Commission européenne il n'y a pas longtemps. Vous ne considérez pas le climat comme vraiment quelque chose qui doit changer le système, vous voulez la résoudre dans le système et vous n'y arriverez pas. Et là, en un instant, on a changé, on est sorti de ce système. Et donc, voilà, on ne sait pas trop où on va avec ça, parce que l'histoire n'est pas finie, l'histoire commence seulement, et comme on l'a dit, les conséquences économiques vont être très importantes. Alors, comme facteurs qui sont quand même favorables par rapport aux questions aux choses qu'on pourrait faire par rapport au changement climatique, je vois plusieurs choses. D'abord, le rôle des scientifiques. Je suis frappé par l'importance qui est donnée aux scientifiques, et le GIEC qui a été attaqué vraiment à mauvais escient, en étant taxé d'alarmisme, de prescriptif, etc. On voit que l'OMS est là, il y a le même genre d'approche, et au niveau des différents pays, les scientifiques jouent un grand rôle. Donc, c'est assez intéressant de le voir. Ensuite, bien sûr, la réhabilitation du rôle de l'État. Donc, on va voir si ça va être un tournant par rapport au néolibéralisme. On va voir dans quelle mesure cette réhabilitation au bénéfice de biens communs, comme on l'a dit, va jouer un rôle. Je pense qu'il va vraiment jouer un rôle. Et aussi, un autre élément, c'est, vous savez, dans la question écologique, on a souvent demandé aux citoyens de faire des petits gestes et qu'on attendait les choses des petits gestes. Et puis, c'est une chose qui a beaucoup été critiquée par les gens qui travaillent sur ces sujets-là. Et je dirais que si on avait demandé aux personnes, aux individus de résoudre la crise du coronavirus, je ne crois pas que c'était possible. Donc, on voit que dans des grands éléments comme ça, le rôle de l'État est irremplaçable. Alors, 2-3 pistes. Bien sûr, il y a la question de la relance. La relance, est-ce qu'il faut l'appeler relance? Disons, les décisions qui sont prises au niveau économique. Et là, je dirais que ça va très, très vite. C'est-à-dire que là, aux États-Unis, en quelques jours, ils ont décidé de l'affectation, dans les grandes lignes, mais de 2 000 milliards de dollars. Et donc, il faut se rendre compte de l'accélération de la décision. Et donc, je crois qu'il est aussi important pour nous, pour les gens qui s'intéressent, disons, de ne pas rester dans une sidération, de regarder ce qui est en train de se passer, de comment nos conditions changent. Il faut se rendre compte que des décisions très importantes sont prises, en fait. Et que donc, et très rapidement, vraiment très rapidement. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'intervenir, d'influencer si on le peut. Et on disait que le rôle de l'État pouvait être réhabilité par rapport au néolibéralisme. Mais attention, en même temps, si les États s'endettent encore plus fortement, est-ce qu'on ne va pas avoir dans un deuxième temps un affaiblissement avec ce qu'on appelle la théorie du choc? Quand on voit ce qui se passe dans les pays en développement, là, on voit que beaucoup d'argent est retiré de ces pays. On a des affaiblissements des États. Donc attention, ça pourrait aussi jouer dans ce sens-là. Alors, pour terminer, moi, je ne travaille pas spécialement sur l'urbanisme, mais certaines choses qui me semblent assez importantes, c'est le rôle, effectivement, on vient de le dire juste avant moi, de Internet. Écoutez, si on n'avait pas Internet, là, ce serait vraiment l'effondrement. Donc, je veux dire, donc c'est très, très important de voir la place que ça a pris aujourd'hui et de penser aussi au post-confinement. Je pense qu'on va aller vers des pratiques différentes. Peut-être qu'on peut comparer un peu au post-terrorisme. On a eu des attentats
Et après, après les attentats, on n'est pas revenu à la normale. On a eu des précautions qui ont été prises, etc. Bon, il est trop tôt pour savoir lesquelles vont être prises, mais je pense que ça va avoir des conséquences sur les lieux de réunion, sur une série de choses liées aux communications et au confinement aussi, qui est extrêmement inégal aujourd'hui. Je crois que c'est aussi important de le dire. Voilà, quelques éléments épars. Je m'arrêterai là. Merci.